Pourquoi tout le monde s'énerve comme ça? Alors écoutez, c'est un film correct, un divertissement et un blockbuster compétent. On va pas dire que c'est le meilleur du monde, on va pas dire que c'est génialissime, mais c'est compétent, très compétent. Il y a des plans qui sont très intéressants, je trouve. Avec des images, pour la plupart, assez belles, certaines même magnifiques, très recherchées. Et un humour qui passe plutôt pas mal, un ton assez léger, qui est égrené tout le long du film. Ce qui, pour moi, est un petit peu différent de ce que fait Marvel d'habitude. D'habitude, Marvel fait des films qui sont à peu près normaux, puis d'un seul coup, t'as une blague qui vient casser tout le truc. Là, en fait, le ton est constamment assez second degré, quoi, décalé. Donc, je trouve presque que ça passe mieux, en fait. J'aime bien, en fait, j'ai l'impression qu'ils commencent à diversifier un peu plus leurs films. Avant, le film Marvel, c'était toujours la même chose. Maintenant, c'est les clichés Marvel, mais on prend ceux qui sont spécifiques et qui sont adaptés à tel ou tel film. Tu fais Eternals, tu fais un truc qui est beaucoup plus... en train de se poser des questions, qui essaye de mettre quelques défis en termes d'esthétique par rapport à l'image habituelle du MCU, etc., etc. Et puis t'as Thor, qui est le film du MCU, qui est beaucoup plus axé sur l'humour, sur le truc un peu fun et sur l'action. Encore que, honnêtement, l'action, elle commence vraiment à être de moins en moins présente, je trouve, dans certains des films du MCU. La plupart des scènes de baston, généralement, vont assez vite et sont pas particulièrement magistrales. Mais dans celui-ci, je trouve que j'ai eu plutôt des bonnes choses. Donc bonjour à tous et toutes. Alors, petite mise en garde, il fait 35 degrés. J'aurais pu avoir une perruque de Thor et essayer de faire un cosplay comme je l'ai fait avec d'autres trucs, mais avec 35 degrés, mon cerveau aurait cuit au bout de quelques minutes. Et la clim est en marche, donc j'espère que la voix est pas trop mauvaise, parce qu'il y a du coup pas mal de bruit de fond que je dois enlever et que je dois filtrer. Donc voilà, j'espère que ça ira. Et le clac que vous venez d'entendre là, c'est le ballon d'eau chaude, mais j'enregistre ça à la fin du vlog, il me posera pas de problème. Voilà. Et bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Thor Love and Thunder, le quatrième film Thor, réalisé par Taika Waititi, qui avait aussi réalisé le troisième, Thor Ragnarok, avec Chris Hemsworth qui revient dans le rôle de Thor, et son cul, bien entendu, ça fait tellement d'années que je dis que c'est ma blague, c'est-à-dire Chris Hemsworth, c'est marqué dans son contrat qu'il doit être à poil au moins une fois par film, mais il me donne raison à chaque fois qu'il fait un nouveau film, donc franchement, je commence de plus en plus à y croire, quoi. Il doit y avoir une clause dans le contrat, c'est montrer mon cul. Donc Chris Hemsworth reprend son rôle, on retrouve aussi Tessa Thompson qui revient jouer Valkyrie, et on retrouve Natalie Portman, qui vient faire de la figuration. Elle en a rien à péter de ce qu'elle joue, ça se voit à des kilomètres. Mais en fait, tu sens que c'est totalement l'état d'esprit dans lequel ils sont en train de faire ce film, quoi. Ils sont tous là en train de se dire, on sait très bien qu'on n'est pas en train de faire un chef-d'œuvre, on sait très bien qu'on n'est pas en train de faire un truc révolutionnaire. On est là pour essayer d'avoir un bon moment ensemble, se divertir et essayer de faire des belles images et de faire quelque chose de visuellement intéressant. Et je dois dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont plus intéressantes visuellement dans ce film Thor que dans d'autres que j'ai pu voir. Je suis toujours assez déçu qu'on soit parti du Thor de Kenneth Branagh, le Thor shakespearien, le Thor vraiment héros et héros mythologique, pour arriver au Thor bouffon qu'on a eu à partir de, grosso modo, Thor 3 avant d'arriver aux Avengers et des trucs dans ce genre-là. Infinity War, Endgame, etc. C'est à ces Avengers-là que je parle. Et je préférais qu'on ait un Thor qui est plus noble. Ça fait toujours c'est toujours une petite partie infime de son ADN maintenant, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu plus sur le Thor un peu bro, comme on dit. Et c'est vrai que c'est pas exactement le Thor que je kiffe et que pour moi c'est pas vraiment Thor, quoi. Mais d'un autre côté, maintenant, faut se faire une raison, si vous voulez. C'est au bout de 4 ou 5 films qui montrent Thor d'une certaine façon, tu fais bon bah non, c'est plus celui-là, c'est celui-là maintenant. Donc maintenant que c'est celui-là, celui-ci, ça respecte ce qui est censé être Thor. Donc je peux même plus gueuler sur ça en fait. Je peux pas être le mec qui gueule encore sur ce qui était fait il y a 30 films. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment non, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien, que c'était joli, créatif, drôle. J'ai eu plusieurs devant le film, donc enfin voilà quoi, et régulier en plus, ça qui est bien, c'est pas qu'il y en a un par-ci par-là, c'est qu'il t'en sort plusieurs par conversation et tout, donc non, je trouve que ça marchait plutôt bien. Donc l'histoire de ce Thor Love and Thunder, c'est qu'un personnage nommé Gore the God Butcher, donc le boucher des dieux, joué par Christian Bale, il va falloir qu'on y revienne, a décidé, il y a de cela des milliers d'années, de devenir l'ennemi juré des dieux et d'essayer de tous les tuer grâce à la nécrolame, je crois que ça s'appelle comme ça en français, qui est une épée divine, mystique en tout cas, qui permet de tuer les dieux, qui permet de tuer tous les êtres divins de l'univers. Il se met donc en route vers la Terre, qui abrite New Asgard, et qui est donc une ville entière d'une population divine. En principe, tous les Asgardiens sont des dieux, des demi-dieux, je sais plus si les Asgardiens sont des demi-dieux ou des dieux. Et notre bien-aimé Thor revient donc sur Terre pour défendre ce qui reste de son royaume, et tombe nez à nez quand il arrive là-bas avec un nouveau Thor,
une nouvelle Thor, Jane Foster, donc Natalie Portman, qui a réussi à soulever Mjolnir et a donc obtenu les pouvoirs de Thor. Ils vont réussir à terrasser Gore, mais il va s'échapper avec les enfants d'Asgard, et donc nos héros, donc Thor, Jane et Valkyrie, vont se mettre en chemin pour aller récupérer les enfants de Asgard et vaincre le boucher des dieux, avant qu'il ne détruise absolument tous les dieux qui existent dans l'univers. C'est intéressant qu'on fasse cette histoire-là parce que récemment, notamment avec Moon Knight, on a découvert que presque tous les panthéons de dieux en fait qu'on a créés dans l'histoire humaine sont inspirés par des vrais dieux. Il y a évidemment les Eternals qui ont été la base de certains mythes, mais il y a aussi des vrais dieux qui sont arrivés sur Terre, dont certains ont côtoyé les Eternals. D'ailleurs, il y avait comment il s'appelle déjà, celui qui est joué par Kumail Nanjiani, qui disait à un moment qu'il était pote avec Thor quand il était gamin. Donc on sait qu'il y avait des interactions entre les Éternels et les dieux eux-mêmes. Et je trouve intéressant du coup qu'on arrive dans ce film-là à comment ça s'appelle, j'arrive pas à dire Olympia, mais c'est pas ça, c'est Omnipotent City. Donc la ville des omnipotents. Donc des dieux, quoi. C'est ce que ça veut dire. Omnipotent, je vois tout, je contrôle tout, etc., etc. Donc oui, du coup, je trouve ça cool maintenant qu'on ait une ville entière de dieux et qu'on puisse, du coup, potentiellement explorer absolument toutes les religions qui ont existé sur Terre et ramener leurs dieux à eux, quoi, pour essayer de faire des histoires un peu plus épiques. La grande question, c'est est-ce qu'ils vont oser aborder les religions monothéistes et les grandes religions mondiales actuelles. Il y a potentiellement des trucs intéressants qui peuvent venir de là. Et alors justement, en parlant des dieux, le scénario autour de Gore, le boucher des dieux, est plutôt intéressant. La scène d'introduction de ce film est probablement la scène la plus païenne, non seulement, mais en plus anti-religion, que j'ai pu voir dans un blockbuster mainstream récemment. C'est littéralement une scène pour te montrer que même si les dieux existaient, ils en ont rien à foutre de ta gueule et tu pries dans le vide et que de toute façon ils s'en foutent de ta vie, etc. Enfin, c'est ultra irrévérencieux par rapport à la religion, je trouve, en tant que début de film. Alors évidemment, eux, ils s'adressent à des religions maintenant éteintes, donc c'est beaucoup plus facile à faire comme ça, mais c'est inattendu, je trouve, comme message à ramener dans le truc. Cette première scène, du coup, avant les logos de production, j'ai déjà expliqué pourquoi j'aime pas cette scène, c'est complètement débile, c'est comme si tu arrachais la première page d'un livre et que tu la mettais devant la couverture. Et les gens comprennent pas en fait pourquoi est-ce que j'ai un problème à ce point-là avec les logos de production avant le reste du truc. Et ils disent, une des explications que j'avais trouvée pendant longtemps, c'est du coup, c'est une histoire qui se passe avant que l'histoire commence. Donc comme c'est avant que l'histoire commence, ils veulent le mettre avant que le film commence, entre guillemets, quoi. Et du coup, avant les logos de production. Mais en fait, il y a un moyen de faire ça sans avoir à faire n'importe quoi avec le langage cinématographique et mettre des trucs avant que le film ait commencé, avant les logos de production. Il suffit tout simplement de mettre ça avant le titre. Plutôt que de foutre le générique à la fin, comme ils le font dans tous les films du MCU depuis des années maintenant, foutez simplement le titre Thor, Love and Thunder, ou n'importe quel titre du film MCU, après votre scène d'introduction, et ensuite vous démarrez le film. C'est comme ça qu'historiquement, pendant plus de 120 ans, on a fait, et encore, ça dépend de quand est-ce qu'on a commencé à faire ce genre d'expérimentation en termes de récit, mais ça fait quand même depuis les origines du cinéma que c'est le moyen pour faire un truc qui se passe avant le début de ton histoire. Tu le fais avant le titre, l'apparition du titre. Mon Dieu, c'est con. Mais, bon, alors. Même avec ça, j'ai bien aimé le film, finalement. Le film démarre avec ça, et donc on voit ce qui se passe avec Gore et pourquoi est-ce qu'il a décidé d'être contre les dieux. Le dieu qu'il rencontre, il a un design qui est assez génial, il a tout un tas de petits disciples, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, des petites créatures, on pourrait dire même des petits familiers presque qu'il a créés pour l'accompagner dans la nature, etc., etc. Et ils ont des petits looks assez ouf, ils ont c'est des petites créatures en fleurs, un truc dans ce genre-là. Donc ça marche super bien, et surtout donc cette scène introduit Gore et donc Christian Bale en tant que Gore. Mais qu'est-il arrivé à Christian Bale? Est-ce qu'il a rencontré la Fée Bleue et elle a fait de lui un vrai petit acteur? Parce que putain de merde, ça faisait des années que j'avais pas vu Christian Bale être capable de jouer. J'ai même fait une blague sur Twitter l'autre jour parce que on le voit un moment il était sur un tapis rouge une avant-première et il dit oui je sais ça se voit pas sur mon visage mais en vrai je suis très heureux d'être là, et j'avais donc posté un truc en disant putain même la vraie vie il sait pas la jouer en fait. Et je me retrouve du coup devant ce film là et je me dis mais putain de merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des inflexions et des tons dans la voix de Christian Bale que je n'avais jamais entendu. Je l'ai entendu parler avec des trémolos dans la voix quand c'est un mec qui est croyant, qui est un dévot, qui a dédié toute sa vie à un dieu et qui se sent trahi du coup dans cette scène d'introduction par le dieu à qui il a voué toute sa vie, toutes ses prières, etc.
Et il a la voix qui est en train de trembler. On se dit, mais pourquoi est-ce que vous nous avez fait ça? Qu'est-ce que là? Et il a la voix qui tremble vraiment, et tu sens vraiment qu'il est sur le point de chialer, et tu fais, oh mon Dieu! Mais Christian Bale est en train de jouer? Qu'est-ce que je suis en train de voir, là? C'est quoi? C'est incroyable! C'est une aberration! Et je me suis dit, c'est peut-être une erreur, c'est juste au début du film, il s'est trompé, il est pas réveillé, ou un truc dans ce genre-là. Mais non, pendant tout le reste du film, il fait des performances de ouf. Il y a un moment où il est en train de parler, donc il a kidnappé les enfants de Asgard. Donc c'est assez caricatural, effectivement, c'est le grand méchant qui veut terrifier des autres, enfin terroriser des enfants, etc. Mais bordel, comment est-ce qu'il se tient, comment est-ce qu'il leur parle, et avec ce look tellement marquant, ce personnage qui est entièrement en noir et blanc, avec simplement ses yeux qui brillent en jaune, je crois, qui brillent un petit peu. En général, il est entièrement en noir et blanc. Ce look rachitique, ce crâne complètement rasé, le noir autour des yeux, très Tim Burtonesque, et les cicatrices partout sur la peau, etc. Dès que j'ai vu les premières photos du personnage, je les ai partagées sur Twitter, parce que j'ai pas dit que du mal de Thor 4 avant que ça sorte. J'ai vu ces photos, j'ai fait, putain, pour la première fois, on a un méchant qui a vraiment un look qui est marquant, quoi. Parce que je suis désolé, Thanos avec ses couilles sous le menton et sa grosse armure dorée, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ce mec-là, il a un look. Ce mec-là, il va me marquer. Je m'en souviendrai toute ma vie de Gorr le boucher des yeux, quoi. Le look est vraiment dingue. Pareil, sa façon de se déplacer est vachement intéressante et plutôt créative. Le truc est qu'il se déplace grâce aux ombres. Donc, dès qu'il est dans une ombre, il peut partir dans le sol et disparaître. Et dès qu'il y a une ombre quelque part, il peut en surgir, etc. Ce qui est vachement intéressant, mais surtout, comment est-ce que tu le rends visuellement? C'est-à-dire que il disparaît presque en un cut, en fait. Et il y a que quand t'as un plan un peu zénital qui peut le voir en train de disparaître dans le truc que ça se passe comme ça, mais sinon dans beaucoup de plans, il apparaît et disparaît simplement avec un cut, avec un passage en volet d'un acteur ou d'un figurant devant l'écran. Donc du coup, enfin il y a énormément de choses intéressantes autour de ce personnage, quoi. Et du coup, le comportement de Christian Bale est assez ouf aussi, quoi. Il arrête pas il se contorsionne un petit peu dans des positions étranges. Il y a un côté un peu surjoué même. Et c'est ça qui est fou, c'est que déjà, je l'imagine pas capable de jouer Christian Bale, mais surjouer, du coup, ça paraît encore un peu plus aberrant, quoi. Et effectivement, il y a un côté un peu camp, kitsch, je sais pas comment est-ce qu'il faut dire exactement, un peu l'empereur de Star Wars, vous savez, qui est en train de rire, mon petit ami vert. C'est ce genre de truc là, en fait. C'est approprié, du coup, vu qu'apparemment, il est censé s'occuper du prochain Star Wars de Taika Waititi. Donc, il est en train d'explorer un petit peu, de prendre ses bases là-dessus. Mais vraiment, enfin, c'est je pensais pas qu'une performance de Christian Bale pourrait à ce point me marquer, quoi. Pour ceux qui sont pas au courant, Christian Bale, il a 3 modes. Il a le mode normal, beau gosse, un peu prétentieux, quoi, qui est le mode Bruce Wayne, tout bêtement. Gros bras, mais qui a des fêlures et qui est blessé, etc. Et à ce moment-là, il parle en chuchotant à moitié toutes ses répliques. Et il fait, c'est plus John Connor, par exemple, dans Terminator Renaissance. Et il a son mode gros mastoc, qui est grosso modo parlé avec une voix comme ça, qui est son mode Batman, tout bêtement, et qui est le mode qu'il a quand il fait la plupart de ses personnages mastoc, quoi. Et donc là, d'un seul coup, l'entendre avec la voix qui partait dans les aigus à certains moments, partir dans des graves que je l'avais jamais entendu atteindre, les trémolos dans la voix et tout. Incroyable! Incroyable! Christian Bale est en train de jouer. Et peut-être que c'est parce que, comme Natalie Portman et Chris Hemsworth et le reste du casting, ils sont en mode balèque. On est là pour s'amuser. On est là pour faire un truc à la con, etc. Donc c'est ce qui pourrait être une mauvaise chose si tu sentais que visuellement, dans les autres aspects du film, et notamment visuellement, ils y allaient en dilettante. Mais franchement pas. Il y a plus de créativité dans ce film Thor que ce que j'ai pu voir dans la quasi-totalité des films Thor jusque-là, quoi. Les environnements qui sont explorés, les objets qui sont utilisés, ou les véhicules plutôt, les trucs dans ce genre-là. Les environnements sont très cool, par exemple. On débarque sur une planète avec une sorte de palais ou un truc comme ça dans un coin. Je vous dis pas exactement ce que c'est, mais c'est même pas un spoiler. Mais ça a un design, ça a un look qui est ultra créatif, qui est ultra intéressant, qui ressemble vachement à ce qu'on aurait pu avoir dans des vieux comics d'ailleurs, dans des, je sais plus comment on appelle les différents âges du comics. Il y a eu une époque où ils faisaient des villes futuristes avec des formes complètement farfelues et des trucs dans ce genre-là, et c'est ce genre de trucs que tu retrouves dans ce genre d'environnement. Évidemment, t'as une partie qui se passe sur Terre, donc évidemment pas le truc le plus créatif du monde, mais t'as d'autres environnements comme le passage qu'ils sont en train de traverser pour essayer d'arriver jusqu'à la planète où ils pensent que Gorr a caché les enfants, par exemple, qui est un truc assez basique au milieu du ciel, mais ils ont fait en sorte que l'éclairage dans le studio soit pas juste un éclairage fat avec une lampe jaune en plein milieu du bateau, un truc dans ce genre-là, un vieux spot dans un coin, et rien d'autre. Ils ont fait en sorte que la lumière arrête pas de bouger, ça fait des reflets bleus, rouges, etc., qui sont en train de bouger partout sur leur corps et tout. Du coup, c'est quand même relativement grandiose et assez cool comme environnement, quoi. Omnipotent City, pareil, on l'a vu beaucoup dans la bande-annonce, mais
on voit pas beaucoup de lieux dans lesquels on reste principalement dans la salle principale où il y a Zeus et le reste des dieux, et on n'explore pas trop la ville elle-même, mais juste le design que ça a, rien que le plan large. Quand j'ai vu cette ville dans les bandes annonces, j'ai imaginé à quoi elle pourrait ressembler, et quand j'ai vu le plan large, j'ai fait, je voyais pas du tout l'ensemble de la ville comme ça. Vraiment, pour le coup, je voyais pas cette forme, je voyais pas cette matière, je voyais pas du tout ça comme ça. Donc, c'est des petits trucs quand même qui sont assez sympas, c'est créatif, c'est assez impressionnant. Il y a le truc ajouté aussi visuellement que dans cette scène, il massacre pas mal de dieux. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il les tue. Peut-être qu'ils font que les blesser, mais alors vu les gerbes de sang qu'il y a, c'est quand même particulier. Et justement, le truc, c'est que c'est du sang doré, donc rien que ça aussi, ça crée un truc de ouf. Et justement, ce rapport environnement, couleur, etc. L'un des mondes dans lesquels on trouve Gore, c'est un monde dans lequel il n'y a aucune couleur. Et voir un film du MCU passer, non pas parce qu'on est en 1945 et qu'on est en train de nous montrer une image d'archive ou un truc dans ce genre-là, etc., juste parce que ça colle à l'environnement qu'on est en train de montrer et que c'est une décision esthétique que le réalisateur voulait pousser jusque-là. Voir un film du MCU passer en noir et blanc, je m'y serais pas attendu, quoi. Enfin, c'est pas du tout le genre d'audace visuelle que je m'attends à voir d'un film du MCU. Ce qui est exactement le problème que j'ai avec le MCU, c'est que le MCU, c'était très calme, très posé, etc. Et ça faisait jamais rien d'extraordinaire. Ah, pour le coup, enfin, ce design-là, il est assez excellent. Il y a un jeu de perspective qui est génial par rapport à cette planète, justement, noir et blanc, qui est assez ouf. Il y a des moments où le soleil, je sais pas si c'est un soleil qui tourne autour de ce truc-là. Enfin, il y a une source de lumière quelconque qui arrive à un moment ou à un autre. Et ça crée du coup des ombres gigantesques, et tu vois la lumière autour des personnages, ça crée, tu vois les ombres projetées que ça crée avec des raies de lumière, enfin, des raies d'ombre plutôt qui s'étendent du personnage vers le sol, etc. Et tu vois plein de plans avec les ombres qui grandissent, etc. C'était ultra intéressant visuellement, ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est ce personnage au fond de lui et sur ce qu'il représente. Enfin, et ouais, c'était juste créatif et cool, quoi. Enfin, c'était joli visuellement. Et il y a beaucoup de trucs très très cool visuellement dans les plans de caméra, par exemple. Enfin, on commence le film avec une caméra qui est en train de filmer comme si elle filmait comme ça. Vous voyez, l'objectif est ici, ça filmerait vers le sol. Mais en fait, dans ce sens-là. Donc on est à l'envers et on filme vers le sol quand même, et du coup le truc est complètement inversé, etc. Juste commencer par un plan comme ça, par exemple, c'est même pas le genre de truc auquel je m'attends du MCU, quoi. Juste avoir un plan un peu créatif. Il y a un passage avec un personnage qui est assez dépassé par ce qui est en train de lui arriver, et ils ont fait un plan Snorricam. Un plan Snorricam, c'est un plan quand la caméra est accrochée à une partie de ton corps. Et là, pour le coup, c'est encore plus particulier parce que généralement on l'accroche à ton torse. Et du coup, ta tête peut un petit peu bouger dans le cadre pendant que tu bouges toi, et puis le reste du décor tourne autour de toi pendant que tu bouges. Mais là, vraiment, le truc est accroché à la tête, et la tête reste du coup parfaitement centrée au milieu du truc, et il y a plus que le reste de l'environnement qui bouge autour. Avec un très grand angle en plus, qui étend pas mal les distances. Donc, pareil, un plan comme ça, je me serais pas du tout attendu à le voir dans un truc du MCU, quoi. Je trouve que c'est vachement intéressant et audacieux, quelque part, dans la mise en scène du MCU classique, de foutre un truc comme ça, quoi. Pareil, des très jolis plans qui jouent sur la silhouette, qui sont des plans de profil qui montrent Thor en train de lancer une attaque, et puis Jane derrière lui, et du coup, il y a les deux silhouettes qui sont en train d'avancer au ralenti avant de tomber sur le côté, etc. Il y a un truc qui est tout à la fin, donc je peux pas vous en parler, mais tout à la fin, il y a un truc très particulier qu'on voit, et ça rend extrêmement cool. C'est typiquement le genre de truc que tu vois dans une illustration de comics, et tu te dis comment est-ce qu'il rendrait ça en image réelle, parce que ça passe super bien en 2D, mais je vois pas comment il ferait ça en 3D. Et il a trouvé le moyen de faire ça en 3D, et ça rend extrêmement cool, quoi. Et il y a vachement de trucs créatifs qui sont intéressants trouvés dans le film. Plein d'attaques différentes avec Mjolnir, qui a des compétences un peu différentes dans ce film-là. Que je trouvais vachement bien trouvé, vachement intéressante, et justement une bonne façon d'utiliser ce qui s'est passé précédemment pour faire évoluer un petit peu l'histoire et l'univers de Thor. Bref, ça rend très très cool, quoi. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que, comme je vous le dis, il y a un peu deux aspects au film. D'un côté, il y a un côté qui est assez épique, mythologique, mystique presque, plutôt mythologique que mystique. Il n'y a pas beaucoup de mystique dans tout ça, mais il y a de la mythologie en tout cas. Et il y a un côté un peu plus relax, un peu plus drôle, qui tourne aussi par exemple autour des armes. Il y a tout un truc dans le film autour du fait que la hache de Thor est jalouse du fait enfin du marteau en fait, de son ancien marteau, et du coup à chaque fois qu'il en parle, t'as la hache qui est en train de flotter à côté, en train de venir vers lui. C'est pourquoi tu parles de lui, genre là. Enfin, la hache ne parle pas, mais t'as la hache juste à côté, et tu fais,
c'est assez rigolo, du coup, de donner une vraie intention à certains objets inanimés qui ne peuvent pas réfléchir ou penser quoi que ce soit. Et puis, il y a ce truc très con où, à un moment, Thor utilise Casey Sage comme un balai de sorcière pour pour voler dans le truc, etc. Comme en plus, il y a des racines qui ont poussé, ça fait vraiment genre le balai, etc. Donc, il y a effectivement un mélange entre les deux, mais qui, à mon sens, est plutôt bien foutu. Et d'ailleurs, il y a deux petits trucs que je trouve intéressants en termes de narration dans ce film. C'est d'une part, ils ont fait revenir, il a fait revenir Waititi, parce que je suppose que ça vient de lui, le duo d'acteurs dont Matt Damon qui joue Loki, qui était dans Thor Ragnarok et qui du coup rejouait le truc. Je vous avoue que dans Ragnarok, j'avais pas du tout reconnu Matt Damon avec la perruque et tout le bordel. Vraiment, je le reconnaissais pas. Mais là, du coup, on le reconnaît quand même très clairement. Et du coup, il y a quelque chose qui est assez drôle dans cette. Je m'en étais pas rendu compte avec Ragnarok. Mais il y a quelque chose de très antique dans ces pièces, dans cette façon de représenter le théâtre. Le théâtre, ça a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui, et notamment dans l'Antiquité, par exemple dans je sais plus si c'est la Grèce ou la Rome antique, mais il y avait, je crois qu'on appelait ça un chœur, tout bêtement. Il y avait des personnes qui étaient là pour narrer un petit peu les didascalies ou des résumés de l'histoire, par exemple. Les personnages faisaient leurs répliques, et d'un seul coup, t'avais quelqu'un qui disait elle dit ça, mais la douleur était si forte en elle, ou un truc dans ce genre-là. Et c'est quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, du coup, en plus que ce que dirait le personnage. Comme un bouquin, finalement, comme on lirait un bouquin aujourd'hui, quoi. Il y a des personnages qui sont là pour lire les didascalies, grosso modo, quoi. Bon, en principe, les didascalies, c'est vraiment des indications de jeu, tu te déplaces sur le truc, etc. Mais là, il y a en plus un peu d'intention et un peu d'histoire qui passe dans ce truc-là. Et donc, je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est un hommage à cette ancienne forme de récit que d'intégrer ces trucs de théâtre dans ce film-là, enfin, dans ces films Thor. Et il y a un deuxième truc qui est tout à fait lié à ça également, c'est que le film sonne comme une légende de Thor, parce que contrairement au premier qui est raconté par Thor lui-même et qui démarre en mode tragada poète, en mode vous vous demandez comment est-ce que je suis arrivé ici et je vais dire des conneries devant Satan, parce que ça ressemble à Satan, mais c'est pas. Est-ce qu'ils vont faire venir Mephisto et tous ces trucs-là? Parce que franchement, ils vont avoir du mal avec les lobbies religieux si jamais ils commencent à traiter ce genre ces religions-là de façon aussi terre à terre. Mais donc, contrairement à cette introduction de Thor Ragnarok qui était vraiment pour le délire et pour faire des conneries, là, on a une introduction par, je crois que c'est Korg qui s'appelle, le mec en caillou, qui, certes, est un petit peu humoristique, mais simplement dans la façon de raconter, dans les termes qu'il va utiliser pour parler certaines choses, etc., ou parfois, pour de rares fois, sur quoi est-ce qu'il va se concentrer, par exemple dans l'histoire entre Thor et Jane. Mais, il y a cet écho des anciens récits mythiques et mythologiques, pour le coup, là, l'écho du vieux sage ou du vieux conteur du village qui réunit les enfants autour de lui, autour d'un feu, et qui leur fait alors aujourd'hui les enfants, je vais vous raconter l'histoire de Beowulf ou un truc dans ce genre-là, quoi. J'essaie de prendre un truc qui a des racines un peu communes, mais du coup voilà, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette narration-là, dans le fait que on est véritablement, on a l'impression que cette histoire de Dieu nous est contée comme elle pourrait être contée à une certaine époque. Donc malgré le côté très délirant, rock'n'roll, on pourrait dire en général du film, il se prend pas trop au sérieux, et je trouve qu'il y a un côté un peu rock'n'roll là-dedans. Et donc malgré l'humour du film, c'est malgré tout très bien foutu. L'histoire se tient de A à Z. J'ai pas vu de gros soucis de scénario, de cohérence, de vraisemblance. C'est pas le problème, c'est l'histoire de super-héros, donc on se demande pas ce que ce soit vraisemblable. En tout cas, pour leurs actions, les rapports humains pourraient avoir l'air vraisemblables, mais là non plus. Enfin, il y a rien vraiment de décevant ou de mal fait, si vous voulez, dans le film. C'est effectivement, comme on peut le dire, hein, c'est du divertissement. Il faut un petit peu poser son cerveau à côté, quoi. On n'en tirera rien de particulier. Moi, je suis content. J'ai eu un petit truc anti-religion. Ça me fait toujours plaisir. Mais on n'en tirera aucune leçon de morale, aucun beau message, rien de nouveau n'aura été appris ou quelque chose soit en ayant vu ce film. Mais oui, on aura passé un bon petit moment, divertissant, un petit peu fun, sans se prendre trop au sérieux, mais sans insulter le public non plus. Ce qui est faisable. C'est les soucis que j'avais eu avec le Marvel jusque-là, c'est que c'était pas sérieux et ça insultait le public au passage parce que ça avait même pas le respect minimum de faire correctement certaines choses. Pour certains films, pas tous, bien évidemment, il y en a 30, alors évidemment il y a des exceptions, hein, mais grosso modo ça fonctionnait plutôt comme ça. Et là non, là je pense qu'on se fout pas de la gueule du public. Donc voilà, encore une fois, plutôt une bonne surprise que cette phase 4, qui décidément propose beaucoup de choses assez intéressantes. On va se retrouver dans quelques temps pour parler de Miss Marvel aussi, qui se sera terminée dans
peu de temps après que cette vidéo soit sortie. Je sais pas si la vidéo sortira dans la semaine ou un peu plus tard dans l'été. L'été va être très vide. Donc je pense que je vais déléguer certains vlogs, séries et films un peu plus tard dans l'été parce que il y a des semaines où il y a juste rien à voir. Même pas un petit film français qui pourrait être intéressant au cas où, on sait jamais. Il y a des semaines où il y a vraiment rien d'intéressant cet été. Donc je sais pas si tout sortira cette semaine, mais ouais, pour l'instant, cette phase 4, moi ça va, quoi. On a arrêté de se foutre de la gueule du public. Et juste pour ça, je trouve que ça va. Je comprends pas pourquoi c'est maintenant que tout le monde s'énerve. C'est un truc que je trouve dingue. C'est encore une fois, on m'a gueulé dessus à l'époque et en fin de compte, toutes les critiques que j'ai sorties à l'époque, on les fait aujourd'hui, quoi. Maintenant on commence à dire du coup on est obligé de regarder les séries pour regarder la suite pour suivre l'histoire des films, c'est chiant. C'est une critique que moi j'avais fait à l'époque d'Agents of Shield et à l'époque tout le monde s'en foutait, quoi. Pendant des années j'ai dit que ça faisait du build-up sur du vide avec Thanos et que les films ne racontaient rien et que c'est juste de monter jusqu'à l'affrontement final, etc. Et qu'il y avait rien d'intéressant entre ces trucs-là. Vous avez patienté pendant quand même une vingtaine de films avant qu'il se passe quelque chose. Là, il y a eu 5 films du MCU où on n'a pas encore trouvé un scénario dans lequel tous les films se dirigeaient. Putain, ça y est, c'est de la merde. Les films, ils sont plus connectés entre eux. L'univers, il sert plus à rien. Et pourquoi est-ce que si on a parlé de ce truc-là dans ce film-là, on n'en parle pas dans ce film-là, etc. Et c'est maintenant que vous réagissez là-dessus. Surtout que maintenant, c'est plus le moment de réagir là-dessus parce qu'en fait, non, maintenant ils font les choses plutôt correctement en fait. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi est-ce qu'on parle pas de ce qui s'est passé dans Eternals avec Doctor Strange, qui vous dit que Doctor Strange se déroule après Eternals. Vous n'avez aucun repère temporel. Rien vous dit à quel moment ça se passe exactement. Vous n'avez pas une date affichée quelque part ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que vous en savez que Doctor Strange 2 ça se passe après Eternals et qui devrait donc parler de ce qui s'est passé après Eternals? Et pourquoi du coup maintenant on commence à dire putain c'est chiant, Thor il y a trop d'humour, c'est juste une grosse blague, etc. Et c'était quoi le MCU avant exactement? Vous pouvez m'expliquer? Oui d'accord, il y avait une certaine balance, mais justement je trouve que c'est plus intéressant maintenant d'avoir une balance qui est très clair pour tel ou tel film, que tous les films n'aient pas exactement le même équilibre, mais que certains films soient plus vers l'humour, d'autres plus vers le mystique et le sérieux, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, donc je comprends pas ce qui se passe encore une fois, il y a eu un revirement, je sais même pas d'où il vient, autour de ces films-là. Bon, bref. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Thor Love and Thunder. Merci d'avoir suivi ce vlog, on se retrouvera pour les prochaines sorties. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!